Bonjour et bienvenue au Studio JAL. Aujourd'hui, on se retrouve sur JAL t'apprend avec monsieur Marc Lolivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'interview. Pour un petit récapitulatif pour les personnes qui nous écoutent, nous nous sommes rencontrés dans le cadre du Master Droit du commerce électronique et de l'économie du numérique du professeur Judith Rochefeld. Monsieur Lolivier présentait la matière droit public et nouvelles technologies. Au cours de ce cours, nous avons pu travailler sur la question du lobby. Et donc, du coup, nous sommes revenus dans cette interview pour parler du lobby en détail et que vous nous révéliez tous les secrets de cette fameuse pratique. Du coup, pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour que les personnes qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur vous? Oui, je suis Marc Lolivier, je suis le délégué général de la FEVAD. La FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce. Et j'ai aussi le plaisir d'enseigner dans ce master à des étudiants ce droit qui est un droit très particulier, qui est un droit extrêmement vivant et qu'on vit ici en direct. Et donc j'essaie d'apporter effectivement une touche un petit peu vivante de ce droit et essayer de comprendre comment se forme la règle, quels sont les intervenants dans ce dispositif législatif et de partager ça avec les étudiants pour leur faire comprendre que le droit, c'est pas simplement des petits livres rouges dans lesquels il y a des textes, mais c'est aussi une matière vivante qui se construit et on essaie de voir ça notamment dans le cours sur le lobby. Du coup, nous allons parler du lobby dans cette interview. Et pour commencer, je pense que rien de mieux que commencer par qu'est-ce que c'est le lobby, quel est le rôle d'un lobbyiste? Toujours commencer par la définition, c'est très important. Alors le lobby, c'est quoi? Le lobby, en fait, c'est un ensemble d'actions, de moyens qui sont mis en œuvre pour faire valoir un point de vue, un intérêt. Ça peut être un intérêt privé, ça peut être un intérêt général. Ces actions qui sont généralement dirigées vers des décideurs publics et en vue d'influer sur le processus de décision publique. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on parle aussi de lobby ou de stratégie d'influence. C'est cette influence qu'on va essayer d'avoir, cet impact sur la décision publique qui est recherché à travers le lobby. D'accord. Et on retrouve souvent une notion liée au lobby, c'est le trafic d'influence et également le pouvoir d'influence. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux notions-là qui sont parfois un peu compliquées à comprendre et qui sont quand même très liées au lobby? Et donc pour comprendre, je pense qu'il faut aussi revenir sur ces deux notions-là. Oui, alors c'est tout à fait essentiel parce qu'effectivement, il y a d'un côté la stratégie d'influence et de l'autre le trafic d'influence. Alors l'objectif peut être le même, c'est-à-dire essayer d'avoir un impact effectivement sur la décision publique. En revanche, les moyens, eux, ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans une stratégie d'influence, vous utilisez des moyens légaux, c'est la persuasion, la conviction, l'argumentation. Lorsque vous êtes dans du trafic d'influence, là, c'est vraiment, vous passez de l'autre côté, c'est des moyens illégaux et c'est de la corruption, voilà, c'est le fait d'acheter la décision publique et ça, évidemment, c'est interdit. Alors, entre les deux, il y a une grande ligne rouge qu'il ne faut surtout pas franchir pour rester effectivement à la stratégie d'influence et surtout ne pas basculer dans le trafic d'influence qui, lui, est totalement illégal et bien sûr contraire à la démocratie. D'accord. Et donc du coup, si je comprends bien, quand on est lobbyiste, il faut faire attention de ne pas traverser cette ligne rouge, si je puis dire. Mais comment on fait pour détecter cette ligne rouge? Comment on peut savoir si on passe du côté illégal, on va dire, des choses? C'est très simple, vous utilisez les moyens que vous autorise le droit et la loi, c'est-à-dire la conviction, la persuasion, votre connaissance du secteur, votre expertise pour apporter un éclairage, mais en restant toujours dans l'argumentation et non pas dans la corruption. Corruption, c'est le fait de payer, d'avoir des moyens d'action illégaux pour essayer de convaincre des gens. Le lobby, c'est un petit peu comme le métier d'avocat. Vous allez plaider pour un secteur, pour une cause, pour un intérêt. Et le lobby, d'ailleurs, c'est à la fois parfois des entreprises, mais c'est aussi des groupements. Ça peut être des groupements, ça peut être fait à travers des ONG, des associations, des fédérations professionnelles, des institutions également, qui veulent faire valoir un point de vue dans la décision publique et peser sur cette décision publique, encore une fois, avec des moyens qui sont les moyens légaux, qui sont l'argumentation, la conviction, la persuasion. D'accord. Et on a souvent une vision négative du lobby, et donc on comprend par rapport au trafic d'influence. Mais quelles sont réellement les missions d'un lobbyiste et pourquoi du coup on a cette impression que c'est toujours perçu négativement ce métier? Alors, ce côté un peu négatif, à mon avis, il vient du fait que c'est vrai que c'est un métier qui est souvent exercé dans l'ombre. Et donc, on a toujours un peu peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, il y a ce côté un petit peu ombre qui fait peur et qui entraîne peut-être cette image négative. C'est la raison pour laquelle il faut agir dans la transparence.
Et aujourd'hui, il y a une réglementation et il faut encourager cette réglementation. Il faut que le lobby se fasse en toute transparence parce qu'effectivement, au bout du bout, et c'est ce qui est vraiment important, c'est que la décision publique, elle relève de l'élu, elle relève du gouvernement. C'est aux politiques de prendre la décision, mais cette décision, elle doit être éclairée. Et le lobby contribue à cet éclairage. Et cet éclairage, il doit être à la fois divers, il doit être varié, mais il est important pour éclairer la décision publique. Voilà. Donc il faut de la transparence, il faut de la réglementation pour que ces activités-là soient à la fois transparentes, donc mieux connues, et donc qu'elles fassent moins peur. Et du coup, pour vous, et je pense de manière générale, l'avantage principal d'un lobby ou d'un lobbyiste, c'est du coup d'avoir ce pouvoir, de pouvoir aider à éclairer sur la décision et pour aider le gouvernement à prendre telle ou telle décision. Oui, les domaines deviennent de plus en plus complexes. Donc la personne qui est en charge de prendre la décision, c'est d'ailleurs le politique, a besoin d'avoir un éclairage. Cet éclairage, il doit prendre le temps d'écouter effectivement les différentes parties prenantes, comme on dit. Et c'est là où le lobby va intervenir. Encore une fois, il peut représenter différents intérêts en présence qui sont concernés par un texte réglementaire pour justement pouvoir éclairer de ce point de vue-là. Ce qui est important, c'est que le rôle du lobby, c'est d'apporter une information, un éclairage, et c'est ensuite aux politiques de prendre la décision finale. Et ça, c'est très important. D'une certaine façon, le lobby aussi permet d'alimenter la démocratie en opinions diverses et variées, à condition, encore une fois, que chacun reste à sa place. C'est au politique qui est élu, qui est seul à la responsabilité de la décision. Le lobbyiste est juste là pour faire valoir un point de vue. Et aujourd'hui, on retrouve du coup des lobbies dans tout type de secteur ou on en retrouve dans certains secteurs particuliers ? Non, on retrouve dans tout type de secteur et dans tout type de domaine. Ça peut être l'économie, ça peut être l'environnement, ça peut être des sujets sociétaux. Et sur tous ces sujets-là, et aujourd'hui les citoyens aussi s'organisent avec des ONG qui vont porter un point de vue qui est différent de celui des entreprises. Les entreprises elles-mêmes s'organisent différemment entre différents types de secteurs pour justement apporter cet éclairage. Et vous avez raison, ça n'est pas propre simplement à la réglementation ou à un tel type de secteur d'activité. Tous les secteurs aujourd'hui sont concernés par le lobby. Maintenant, on retrouve vraiment dans tous les secteurs des lobbies, mais est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est quelque chose, c'est une pratique qui s'est construite au fur et à mesure du temps ou c'est vraiment quelque chose de très récent, l'apparition de ces lobbies dans tous les secteurs possibles, inimaginables ? Alors, l'influence, elle est liée au pouvoir. Vous avez un pouvoir, vous allez effectivement toujours essayer d'influencer ce pouvoir, d'avoir une action, d'influer sur la décision. Et simplement, aujourd'hui, il est plus structuré, et c'est très bien, il est aussi plus encadré. Il y a un registre de la transparence, vous devez déclarer les gens que vous rencontrez, les moyens que vous mettez, et c'est très bien pour le citoyen, sache exactement quel lobby le décideur a rencontré, quels sont les moyens dont dispose un lobby. Donc tout ça doit se faire dans la transparence la plus complète. Et c'est un secteur qui n'est pas nouveau, qui existe depuis longtemps, mais qui a tendance à se professionnaliser, à se structurer et aussi à se réguler. Et c'est une très bonne chose. Super, c'est intéressant de savoir ça parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément connu, on ne s'est pas forcément parlé des lobbies avant. Donc du coup, c'est très intéressant. Il y a des lobbies étudiants, vous savez, les étudiants aussi font du lobby d'une certaine façon lorsqu'ils réagissent sur des propositions, des réformes de la législation. Il y a des syndicats étudiants qui font du lobby dans la mesure où ils essayent à nouveau de peser sur la décision publique. Ça se trouve, ils ne le savent même pas, mais au final, ils font du lobbying. On va enchaîner sur quels sont les instruments utilisés par un lobbyiste, quelles sont les techniques que cette personne peut prendre ou ce groupe de personnes peut prendre pour pouvoir influencer sur telle ou telle décision. Alors effectivement, il y a un certain nombre une palette d'outils, une boîte à outils dont disposent les lobbyistes, pour essayer de simplifier un petit peu les choses. Vous avez déjà un premier point qui est essentiel, c'est la dimension veille, c'est-à-dire le fait d'être en immersion et de bien connaître l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc ça, la veille est quelque chose de très important parce que c'est aussi cette veille qui va vous permettre de détecter ce qu'on appelle des signaux faibles qui vont ensuite se transformer peut-être en réglementation. Et donc cette veille est vraiment essentielle, c'est-à-dire surveiller, regarder, monitorer, comme disent les Américains, un petit peu tout ce qui se passe autour de votre secteur. Ensuite, vous avez la dimension expertise qui aujourd'hui est devenue essentielle dans le lobbying, c'est-à-dire que lorsque vous allez voir des représentants des pouvoirs publics, il faut que vous puissiez, c'est pas juste leur dire je suis pas d'accord, je veux ci, je veux ça, il faut que vous puissiez argumenter, étayer votre position, un peu comme un avocat fait une plaidoirie. Là, vous allez avoir un dossier, vous allez devoir convaincre le décideur de la raison pour laquelle votre point de vue mérite d'être
d'être soutenu et intégré dans un texte réglementaire. Donc deuxième élément, l'expertise. Et nous, par exemple, à FEVA, on s'appuie beaucoup sur les entreprises qui ont une expertise, une connaissance, qui vont nous aider, par exemple, à évaluer quel est l'impact de cette mesure. Est-ce que cette mesure est vraiment une menace pour le développement du secteur, une menace pour l'emploi? Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Pour ça, vous avez besoin d'expertise. Vous avez un troisième élément, c'est le réseau. Le réseau, c'est votre connaissance des différentes parties prenantes dans le processus législatif, votre capacité à entrer en contact avec eux, donc ça c'est ce qu'on appelle le réseau. C'est très utile, mais ça ne remplace pas l'argumentation. Puis vous avez ensuite tout ce qui touche à la communication. Alors c'est beaucoup aujourd'hui les médias qui sont aussi utilisés comme un moyen effectivement de porter et de communiquer, de promouvoir des points de vue, mais aussi les réseaux sociaux qui sont les nouveaux médias qui sont beaucoup utilisés également pour essayer d'avoir une influence. Puis le dernier point, c'est des conseils de lobbying. Il y a des entreprises, des agences, des cabinets qui sont cabinets conseils, ou des fédérations qui sont aussi un moyen de mutualiser des moyens pour agir avec une légitimité plus importante, puisque là, ce n'est pas une entreprise, c'est un secteur qui va pouvoir se mobiliser pour porter un point de vue. D'accord. Donc, l'ensemble de ces outils permettent à un lobby de fonctionner et d'éclairer sur certains sujets. C'est intéressant, vous avez repris les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vraiment un moyen de sensibiliser et de pouvoir éclairer les personnes, l'audience sur tel ou tel sujet. Oui, parce qu'à un moment, vous êtes dans un dialogue avec le responsable politique qui est en charge du dossier, mais vous avez besoin de prendre un témoin, peut-être plus de gens, et les réseaux sociaux vous offrent cet accès effectivement à un public beaucoup plus large que vous allez pouvoir également sensibiliser peut-être pour qu'ils vous rejoignent, pour qu'ils contribuent à la discussion, et donc c'est effectivement des outils qu'il faut savoir maîtriser, parce que sur les réseaux sociaux tout le monde s'exprime, mais ça fait partie effectivement de la palette d'outils aujourd'hui des lobbyistes. Et juste à titre d'exemple, est-ce que vous avez un réseau social en particulier qui permet de faire ce type de pratique ? Alors, les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'en lobbying, on utilise davantage. Alors, ça dépend aussi un petit peu les secteurs, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être des secteurs extrêmement variés, mais on va dire qu'on utilise plutôt soit Twitter, soit LinkedIn, plus que Facebook et Instagram, par exemple, pour les citer, ou Snapchat, qui sont encore assez peu utilisés en lobbying, mais pourquoi pas, si vous adressez à une cible très jeune, etc., ça peut faire sens, effectivement, d'aller sur des réseaux qui sont plus proches d'une population plus jeune. Voilà, donc ça dépend aussi un petit peu des thématiques, et là vous avez maintenant des spécialistes dans l'utilisation des réseaux sociaux. D'accord. Et en parlant du coup de lobby, est-ce qu'il existe aujourd'hui une réglementation, que ce soit européenne ou française, pour réguler cette pratique et ce métier de lobbyiste ? Oui, il y a les deux. Il y a une réglementation effectivement européenne, puisque le lobby aussi se fait aujourd'hui à Bruxelles, et il est de plus en plus important sur le plan européen. Compte tenu du poids de la législation européenne, il est vraiment très important d'être présent aussi au niveau des institutions européennes, qui ont mis en place un registre qui fixe un certain nombre de règles. Vous devez vous enregistrer auprès de ce registre pour être connu et que tout le monde sache qui vous êtes, qui vous représentez, qui vous rencontrez. Puis vous avez la même chose en France au niveau du Parlement et du Sénat. Vous avez des déclarations auprès de la haute autorité pour effectivement déclarer votre budget, les personnes que vous avez rencontrées, les moyens que vous mettez en œuvre, et puis les personnes que vous représentez et les sujets que vous traitez. D'accord. Du coup, on a parlé de la réglementation, des différents instruments qu'on peut utiliser pour influencer une décision. Est-ce qu'il existe des pratiques et des techniques de lobby, on peut dire? On sait qu'il existe des techniques de négociation, par exemple. Est-ce que pour un lobby, il existe des techniques particulières pour influencer une personne? Alors, c'est une matière qui est quand même très empirique et puis surtout qui dépend d'un certain nombre de paramètres. Donc, il n'y a pas de recette magique toute faite. Mais c'est vrai qu'on distingue généralement deux types de stratégies, ce qu'on appelle les stratégies réactives et puis les stratégies proactives. Alors, les stratégies réactives, ça va être effectivement lorsque vous êtes confronté à un risque important ou à une décision qui peut avoir un impact très négatif sur votre activité. Et donc là, vous allez être obligé de réagir extrêmement rapidement, de mobiliser les moyens de manière très rapide pour intervenir sur la décision. Ce n'est pas la meilleure position parce que vous allez intervenir de manière un peu rapide sur un sujet que vous n'avez pas eu le temps de préparer. Et donc, ce qu'on conseille, c'est plutôt ce qu'on appelle des stratégies proactives où là, vous allez travailler plutôt sur le long terme.
C'est ce que permet par exemple de faire une fédération, c'est-à-dire qu'elle va effectivement avoir un travail de pédagogie, de promotion, de sensibilisation sur le long terme, en étant en immersion dans les différentes instances ou forums où on discute de ces sujets-là, de manière à pouvoir effectivement prévenir des mesures qui pourraient intervenir de manière très brutale ou très abrupte et qui ne tiendraient pas compte de la connaissance et de la compréhension ou qui seraient basées sur des fausses compréhensions ou des mauvaises analyses du secteur. Voilà, donc le lobbying, c'est aussi un travail dans le temps. C'est pas juste aller frapper à la porte d'un député pour lui dire pourquoi est-ce que vous avez fait ça. C'est aussi un dialogue plus constant, construit, ouvert, et puis dans le temps, pour essayer de faire comprendre quels sont les enjeux de votre secteur, ce que ça représente en termes d'emploi, en termes de perspectives de développement. Et donc tout ça, c'est des sujets qui sont des sujets de long terme sur lesquels il faut travailler en prenant effectivement le temps et en rencontrant régulièrement les personnes. Dans cette technique-là, si je comprends bien, en fait, le lobby il joue un peu un rôle d'intermédiaire aussi, parce que du coup, il va mettre en relation les personnes du secteur et les personnes qui vont prendre la décision pour pouvoir avoir un dialogue, communiquer, voir les enjeux, qu'est-ce qui serait rédhibitoire en fait pour une entreprise sur le secteur d'activité. En fait, c'est un peu des avocats, mais d'une cause qui n'est pas judiciaire, qui est plutôt politique. Et donc, c'est un peu les porte-paroles, effectivement, d'intérêts, encore une fois, qui peuvent être des intérêts privés, des intérêts généraux. Et c'est la capacité, effectivement, à porter la parole, cette parole-là, auprès des décideurs publics. D'accord. Pour continuer, je pense que c'est assez intéressant et surtout pour les personnes qui vont nous écouter, vu qu'on est dans le domaine du numérique. On sait que vous êtes directeur général de la FEVAD et je voulais du coup vous poser la question, quelle est la place du lobby et notamment du coup de la FEVAD dans le commerce électronique? Alors la FEVAD, c'est la Fédération du e-commerce, c'est une association professionnelle, c'est un syndicat professionnel qui regroupe l'ensemble des acteurs du e-commerce. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 800 entreprises dans le e-commerce. C'est à la fois ce qu'on appelle des pure players, des enseignes qui sont spécialisées dans la vente à distance sur Internet. Et puis, c'est aussi tous les enseignes magasins qui aujourd'hui ont développé une stratégie Internet, de même que les marques qui de plus en plus sont présentes sur Internet. Puis, on regroupe plusieurs secteurs. On a à la fois ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire la vente aux consommateurs. On a la vente aux professionnels. Et puis un secteur qui se développe énormément en ce moment, ce qu'on appelle le C2C, c'est-à-dire la vente entre consommateurs, qui est également une tendance de fond extrêmement importante en ce moment. On est une fédération professionnelle, un statut de syndicat professionnel, on est très transparent sur qui sont nos adhérents, quels sont nos moyens, et notre rôle vraiment c'est d'accompagner donc, le développement du e-commerce, alors justement en sensibilisant les pouvoirs publics, les responsables politiques sur les enjeux autour du e-commerce. C'est un secteur qui aujourd'hui concerne 42 millions de Français, c'est 130 milliards, donc c'est un secteur qui pèse de manière importante dans l'économie. Et donc notre rôle, c'est, on rencontre souvent les pouvoirs publics, que ce soit le gouvernement, l'Assemblée nationale, les sénateurs, les autorités de contrôle comme la CNIL, la DGCCRF, avec qui on échange sur des projets de loi, sur des projets de réglementation pour leur donner un petit peu le point de vue du secteur. Voilà. Et sachant que nous, on représente toutes les entreprises, donc pas une entreprise en particulier, ça c'est vraiment important par rapport à des lobbies qui peuvent représenter une entreprise. Nous, c'est un secteur qu'on représente, donc on représente des entreprises qui ont des ADN très diverses, des secteurs très variés, et on les représente pour essayer de faire valoir leur point de vue auprès des pouvoirs publics. Donc on est régulièrement sollicité, et puis nous-mêmes, on va rencontrer effectivement ces pouvoirs publics pour leur expliquer un petit peu ce qu'est le secteur et en quoi c'est important effectivement de promouvoir le développement de ce secteur. D'accord, donc la FEVAD est une association de différents groupements d'entreprises et on comprend que le rôle de la FEVAD a un rôle de lobby, mais quelles sont les missions précises de la FEVAD? Qu'est-ce que vous faites en tant que lobby pour pouvoir agir sur le commerce électronique? La FEVAD, c'est pas un lobby en tant que tel. La FEVAD, c'est une association professionnelle dont le but est de promouvoir le e-commerce et d'accompagner le développement du e-commerce en France. Et donc, on travaille avec nos entreprises qui sont membres de la FEVAD pour promouvoir un e-commerce qui soit à la fois plus performant, mais aussi plus responsable, plus solidaire. Donc, c'est une association qui a aussi des valeurs avec un code professionnel et qui a un engagement effectivement de qualité de service, de transparence et de respect du consommateur. Et donc, ce n'est pas simplement une adhésion, c'est aussi
un engagement sur des valeurs à la FEVAD lorsque vous adhérez à la FEVAD. Alors, nos missions, en fait, on a 3 types de missions. On a un premier rôle qui est un rôle, je dirais, d'intelligence économique, c'est-à-dire réunir les acteurs qui se rassemblent pour travailler sur des sujets, essayer de partager, d'échanger. On a aussi un certain nombre d'études qu'on réalise auprès de nos entreprises pour les aider à anticiper, parce que le e-commerce, c'est un secteur qui évolue très rapidement. Donc la capacité à anticiper ces évolutions est un véritable avantage concurrentiel qui permet aux entreprises françaises d'être plus concurrentielles. Donc il y a tout ce pôle intelligence économique à travers, les différents ateliers, commissions, conférences qu'on peut organiser. 2, toutes les études qu'on réalise, alors soit en interne, soit avec des cabinets d'études, pour essayer de comprendre les évolutions de consommation, quelles sont les nouvelles tendances, le live shopping, le métaverse. Donc tout ça, c'est essayer de prendre ça en amont pour préparer le marché et l'aider à mieux anticiper les évolutions. On a un deuxième rôle, mission, qui est de promouvoir l'image du secteur auprès des consommateurs, mais aussi auprès des journalistes. On est un point de contact important parce qu'on a une neutralité. Comme on représente tous les acteurs, on ne va pas favoriser tel ou tel acteur. Et donc c'est important parce que dans le e-commerce, qui est quand même de la vente à distance, le lien de confiance est essentiel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance, c'est pas comme dans un magasin où vous rentrez, vous achetez le produit, vous partez avec. Là, vous l'achetez à distance. Donc l'élément de confiance est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, pendant longtemps, c'est ce qui a bloqué au niveau du e-commerce. Les gens avaient peur de mettre leur carte bancaire sur Internet. Et donc nous, on a fait un travail important qui est aussi un travail de montrer que ce secteur est structuré, il est professionnel, il a des engagements, il a des codes de conduite, etc. Puis on a aussi mis en place un système de médiation qui participe de cette image positive du secteur et de son caractère responsable. Donc ça, c'est le deuxième volet, c'est vraiment l'image du secteur, la confiance qu'il peut inspirer auprès à la fois des leaders d'opinion mais aussi du public. Puis la troisième mission, c'est ce qu'on appelle la représentation d'intérêt, donc vous appelez le lobbying, qui fait partie des missions pour lequel on utilise d'ailleurs toute la partie étude, puisque justement pour documenter, pour argumenter, c'est important d'avoir cette expertise que nous confère la partie étude. Et donc là, on intervient effectivement dans un certain nombre de domaines qui sont particulièrement impactant pour l'activité, c'est notamment tout ce qui touche aux données, puisqu'on est quand même un secteur qui est vraiment dépendant et qui dépend des données, de la capacité à utiliser les données, mais aussi de la confiance qu'ont les gens à vous confier leurs données, puisque sans données, on ne peut pas travailler. Donc la protection des données, le droit de la consommation, ça reste quand même du commerce, donc c'est vraiment essentiel. Tout ce qui touche à l'environnement, qui est aujourd'hui un très gros enjeu, la loi AGEC, la loi climat, donc toutes ces lois-là aujourd'hui ont des volets qui sont vraiment spécifiques au e-commerce. Puis il y a une attente très forte des clients aussi, en termes d'engagement par rapport à ces sujets-là. Il y a toute la fiscalité, on se parle souvent dans mon cours, la fiscalité du numérique qui est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on assure l'équité de traitement entre les différents canaux, comment on préserve en même temps la compétitivité. Donc fiscalité important. Il y a tout ce qui touche au paiement, sécurité des paiements, là aussi directive DSP2, voilà, vous connaissez tout ça, les authentifications fortes, tout ça. Alors vous voyez, typiquement, c'est des sujets sur lesquels on est pertinent parce que il faut souvent, finalement, la loi, c'est une question d'équilibre entre les différents intérêts. Typiquement sur la sécurité, qui est un enjeu extrêmement fort, il faut quand même trouver le bon équilibre entre assurer un maximum de sécurité sur la transaction, mais en même temps pas freiner, parce que si je vous demande 10 signatures, 3 mots de passe, voilà, ça sera trop long, et donc là, vous allez réussir à avoir une sécurité, mais vous n'aurez plus d'activité. Donc là, nous, on va essayer dans le dialogue le plus constructif possible, essayer de travailler avec les banques, les pouvoirs publics, pour essayer de définir des standards qui permettent justement de concilier à la fois l'impératif de sécurité, mais aussi ce qu'on appelle le parcours client, la fluidité du parcours client. Puis d'une manière générale, il y a tous les sujets autour du numérique qui sont nombreux. Un des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est le DSA, ce qui touche les plateformes, qui est vraiment aujourd'hui un sujet de régulation extrêmement important. La régulation des plateformes, ce statut d'intermédiaire qui est en train d'être revu, et fort heureusement au niveau européen, qui est, pour finir, sur la dimension réglementaire, aujourd'hui une dimension essentielle, puisque l'enjeu, c'est pas simplement une harmonisation, c'est aussi un enjeu de souveraineté économique numérique, si on veut effectivement avoir des champions
qui peuvent rivaliser avec les grandes sociétés américaines ou asiatiques. Il faut qu'on ait un marché européen. Je rappelle, c'est un marché de 500 millions de consommateurs qui nous donnerait la capacité effectivement de pouvoir rivaliser. On a le talent en Europe, on a le marché. Il faut maintenant que ce marché, on lui permette vraiment de jouer son rôle et d'avoir des acteurs nationaux qui ont cette dimension européenne qui va leur conférer la dimension suffisante pour se battre à l'international. D'accord, merci beaucoup. J'ai juste, si je peux rebondir sur un petit point. On remarque que la FEVAD a énormément de missions, elle fait beaucoup de choses, mais du coup j'avais une petite interrogation, c'était de savoir quel type de personnes du coup travaillent à la FEVAD. Est-ce que par exemple à la direction générale où vous travaillez, est-ce qu'il y a beaucoup de juristes? Est-ce que au contraire il y a des personnes qui font du commerce? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on voit que l'objectif est un peu de promouvoir la discussion et notamment le commerce électronique. Donc du coup quelles sont ces personnes et quelles sont leurs formations pour pouvoir travailler à la FEVAD? Alors, on a des profils très variés, puisqu'on a beaucoup de missions, donc on est obligé de prendre des profils très variés. On a des gens qui travaillent sur les études, tout ce qui concerne effectivement les études de marché, etc., pour alimenter justement aussi ensuite notre travail. On a des gens qui sont plutôt spécialisés dans la communication, les réseaux sociaux également, puisqu'on a un gros travail aussi sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le content management, c'est-à-dire apporter du contenu. Toutes ces conférences, ces ateliers, c'est des gens qui animent des réunions, qui vont trouver des sujets, qui ont une expertise dans le numérique. Et puis on a un pôle effectivement réglementation affaires publiques, hein, où on a des gens qui sont de formation alors soit juridique, soit sciences politiques. On a un petit peu les deux. Moi j'aime bien avoir les deux et je trouve qu'on trouve un bon équilibre parce que c'est très complémentaire. C'est vrai que lorsque vous faites du lobbying, le droit est un vrai atout, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous en tenir qu'au juridique. Vous allez être en contact avec des décideurs politiques qui ne sont pas des juristes, avec des chefs d'entreprise qui ne sont pas des juristes. Donc c'est vrai que si vous avez un bagage juridique, ça va vous aider énormément, notamment dans la partie affaires publiques, à condition de savoir aussi s'en extraire, se libérer de ça pour avoir un langage un petit peu courant. Mais avec ce plus que vous aurez, c'est que derrière, vous savez que l'article Intel, la petite réflexion juridique qui va être bien, qu'il faut pas utiliser à tout bout de champ, parce que quand vous êtes en face de gens qui ne sont pas juristes, ils peuvent vite penser que finalement c'est un peu trop technique pour eux. Et nous, on travaille vraiment, on utilise le droit est un outil, mais au service effectivement d'un encadrement qui est beaucoup plus général. On ne fait pas du droit pour faire du droit, on fait du droit pour effectivement encadrer. Donc votre compréhension du contexte, elle est essentielle à la réflexion en matière réglementaire, peut-être plus encore que dans le domaine purement juridique. Donc on a des gens qui ont fait des études de droit, on a des gens qui ont fait des études de sciences politiques, et ils travaillent très bien ensemble, et ils sont très complémentaires. Du coup, la FEVAD fait partie des lobbies, on va dire, dans le domaine du commerce électronique. Est-ce qu'il y a une autre entreprise ou un autre lobby qui fait des actions similaires à ce que la FEVAD fait ? Alors, la FEVAD, c'est une association professionnelle. Il y a d'autres associations professionnelles. Le numérique est riche en termes d'acteurs, d'intervenants. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'autres associations professionnelles, que ce soit dans le domaine de l'édition de logiciels, par exemple, dans le domaine de la publicité, dans le domaine des régies Internet, dans le domaine des startups. C'est un secteur qui est très créatif. Il y a beaucoup d'entreprises. C'est vraiment un secteur qui est très porteur en termes d'entrepreneuriat. Et vous avez effectivement beaucoup d'associations. Les Français aiment bien le secteur associatif. Et l'important, c'est qu'on travaille ensemble pour faire valoir. Parce qu'on a, vous savez, le numérique, c'est une chaîne de valeur. Donc, c'est pas juste un secteur, un type d'acteur. Vous avez les sites de e-commerce, mais les sites de e-commerce, ils ont besoin aussi des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des ingénieurs, des hébergeurs. Donc tout ça, on essaye de travailler ensemble et on essaye de porter aussi des sujets ensemble. On l'a fait par exemple dans le cadre de Convergence numérique, qui est un collectif d'associations du numérique qui ont porté un certain nombre de propositions auprès des candidats présidentiels. Oui, c'est un acte de lobby, mais on a essayé de faire ça de manière coordonnée pour effectivement avoir davantage de poids. Parce que le lobby, ce qui est important aussi, c'est la légitimité. Et la légitimité, vous la tirez effectivement du nombre de personnes ou de secteurs que vous représentez. Donc là, en se mettant ensemble, on a un spectre qui est extrêmement large et on a un vrai poids auprès des politiques parce qu'ils
comprennent effectivement l'enjeu de vous parler lorsque vous représentez tout un secteur dans toute sa transversalité, et donc c'est très important aussi pour eux. Ok, donc vous n'êtes pas concurrent entre guillemets, mais plus vous êtes plus dans un système de collaboration pour pouvoir influencer. Voilà, de compétition, comme on dit aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre nous. Et alors, il nous arrive parfois d'avoir des intérêts qui ne sont pas tout à fait alignés, mais on échange, on essaye de comprendre, et souvent d'ailleurs on fait évoluer nos positions pour arriver à converger justement, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de manière plus générale, c'est le développement du numérique, bien sûr du e-commerce, mais du numérique en général. Du coup, c'est assez rare, en tout cas dans le domaine du commerce électronique, d'avoir vraiment deux intérêts opposés et vraiment d'avoir un peu une guéguerre, on va dire, entre... Ça peut arriver, ça peut arriver parfois. Il peut y avoir effectivement des divergences d'intérêts, notamment dans le domaine de la fiscalité, de savoir qui doit prendre la charge de telle ou telle pression fiscale. Voilà, il peut arriver effectivement, mais généralement on arrive à s'entendre. D'accord, super. Du coup, on va terminer cette interview sur la question de est-ce que le lobby est un atout ou une menace pour la démocratie et le commerce électronique. C'est une question assez large, assez vaste, mais c'est vraiment juste pour essayer de donner un peu une idée aux personnes qui nous écoutent, de savoir si il y a un intérêt de continuer de développer ces lobbies, ou au contraire, est-ce que parfois c'est un peu... un peu dangereux pour certaines pratiques et certains secteurs d'activité. Bon, j'espère vous avoir convaincu à l'issue de cette interview que... Moi, je le suis, j'espère que aussi. Et j'espère que vos auditeurs aussi. Non, je crois que c'est vraiment, et on revient au point de départ, c'est-à-dire il faut de la transparence, il faut que les choses soient faites en toute transparence, mais je pense que c'est une opportunité pour la démocratie dans la mesure où ça permet effectivement d'éclairer le législateur, le régulateur sur la norme, à condition effectivement que chacun reste à sa place. Ça, c'est vraiment très important. La responsabilité politique, elle relève du politique. À lui, effectivement, d'écouter l'ensemble des lobbies qui se présentent à eux. À nous aussi, collectivement, de nous assurer que l'ensemble des intérêts sont représentés, parce que c'est important. Et aujourd'hui, on voit effectivement du côté des ONG, des associations de consommateurs, elles sont très structurées, elles sont très professionnalisées. Elles sont, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça des contre-lobbies, mais elles sont aussi des lobbies à leur façon. Et je crois que c'est au gouvernant, c'est à l'émetteur de la norme de s'assurer effectivement qu'il a pris en compte les différents points de vue. Et comme je le dis toujours à nos entreprises, il n'y a absolument aucune obligation de résultat en matière de lobby. Vous êtes là pour porter un point de vue. Il peut être pris en compte comme il peut ne pas être pris en compte. Ça, c'est la démocratie. Et je vous dis, on ne gagne pas sur tous les dossiers. On essaye effectivement de promouvoir au mieux les intérêts du secteur. Parfois, on n'est pas suivi. Parfois, on est suivi. C'est aussi ça le jeu de la démocratie. Donc, je crois que si on le fait dans les conditions de transparence, d'équité de traitement, c'est un plus pour la démocratie, à condition bien sûr que le politique sache ensuite prendre la bonne décision. Pour finir, je vais juste vous poser la question de savoir quel conseil auriez-vous aimé avoir à 20 ans ? Alors, je ne sais pas si en tout cas, je l'ai toujours appliqué et c'est surtout celui que je donnerai aux gens qui aujourd'hui ont 20 ans et surtout aux jeunes qui étudient le droit. Je crois que c'est vraiment de rester ouvert. Le droit est une matière formidable que j'ai également pratiquée et puis maintenant enseignée, parce qu'elle vous donne une rigueur intellectuelle et une manière de raisonner qui peut être appliquée dans le droit, mais qui peut être appliquée dans plein d'autres domaines. Donc il faut rester ouvert. C'est pas une matière qui est exclusivement technique. C'est une matière vivante qui bouge, qui évolue avec le temps, dans son temps. Et donc il faut vraiment essayer de tirer le maximum de profit de cette espèce de gymnastique intellectuelle que vous apprenez dans les études de droit pour l'appliquer effectivement au droit, mais toujours en ayant cette ouverture d'esprit, de se dire voilà, j'applique la méthode, le raisonnement, mais je peux l'appliquer dans différents domaines. Ça peut être le droit, le lobbying, ça peut être plein d'autres choses. Et voilà, donc restez ouvert, restez curieux. Et dites-vous que le droit, et ce que j'essaye d'enseigner aussi dans mon cours, c'est pas une matière qui est simplement dans les livres, qui est apprendre des règles, des jurisprudences. C'est aussi les vivre. Et pour les vivre, il faut les comprendre. Et voilà, c'est le conseil que je donnerais aux jeunes de 20 ans aujourd'hui qui sont en études de droit ou un peu plus de 20 ans.
gens et en leur disant qu'ils ont un bel avenir devant eux. Merci beaucoup pour cette interview, merci pour ce précieux conseil. Je pense que les personnes qui peuvent nous écouter le prendront avec bienveillance et merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre et à liker la vidéo. Retrouvez tous nos formats sur nos différents réseaux sociaux. À très vite.